Alors l'impôt sur la fortune immobilière remplacerait l'ISF dès 2018, donc avec des constantes, parce que le seuil de taxation serait toujours d'1,3 million €. Le foyer fiscal serait identique et la date de fait générateur toujours au 1er janvier de l'année. Ce qui change, c'est le champ d'application de l'IFI, parce que là, il va être réservé, je dirais, aux biens que l'on dit immeubles, donc immeubles bâtis, immeubles non bâtis, tout ce qui est immeuble affecté à l'habitation ou une autre affectation, les immeubles qui sont libres ou occupés, les immeubles historiques, les parts ou actions de sociétés qu'on dit transparentes, donc sociétés d'attribution par exemple. Mais rentreraient également dans le champ d'application de l'IFI les parts ou actions de sociétés représentatives de tels biens immeubles. Donc là, quelle que soit l'activité de la société, que celle-ci est une activité civile ou que ce soit une société d'exploitation, on va aller regarder l'actif de la société. S'il y a des biens immeubles, ils seront à déclarer. Donc ces parts ou actions, par contre, ne seront prises en compte dans l'assiette de l'IFI que pour une fraction de leur valeur, la valeur représentative de ces biens immeubles. Par contre, l'imposition serait étendue aux filiales et sous-filiales, donc véritable chaîne de participation. Par contre, le projet de loi prévoit des exceptions. Les faibles participations ne seraient pas prises en compte, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles le redevable va détenir moins de 10% du capital. Là, on n'en tiendra pas compte. On ne tiendrait pas compte non plus des immeubles qui sont affectés à l'activité de la société d'exploitation. Donc là, ces immeubles seraient également écartés de ce calcul de l'assiette de l'IFI. Alors, les immeubles qui n'auraient pas été écartés de l'assiette, selon une de ces deux hypothèses, pourraient l'être au titre des biens professionnels. Parce que là, on va retrouver dans le cadre de l'IFI ce qui existait dans le cadre de l'ISF, c'est l'exonération au titre des biens professionnels. Dans les immeubles qui seraient affectés à l'exploitation d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, là, ces immeubles-là seraient écartés, comme les immeubles qui sont affectés à l'activité d'un entrepreneur individuel. Donc, dans ces cas-là, dans ces hypothèses-là, on va se retourner vers l'ISF parce que les conditions d'exonération des biens professionnels dans le cas de l'IFI seraient similaires, il y aura peut-être des nuances, hein, on verra, serait similaire à ce qui existe dans le cadre de l'ISF. Et d'ailleurs, il y a une autre exonération qui est également reprise, qui serait reprise dans le cadre de l'IFI, c'est l'exonération des biens ruraux. Là aussi, nous savons qu'il existe une exonération totale et même partielle des biens ruraux, bois et forêts par le GFA, groupement forestier, qui existe dans le cadre de l'ISF, qui serait transposée également à l'IFI. Donc voilà des biens qui seraient écartés en fait de l'assiette. Alors, il y a des précisions également qui sont apportées toujours dans le cadre de l'assiette de l'IFI. Ce sont les biens ou les droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier ou des contrats de location-accession. Là, le preneur dans le cadre du crédit-bail immobilier, l'accédant dans le cadre du contrat location-accession, va devoir déclarer l'actif immobilier. Alors, pour une valeur qui serait établie sous déduction du montant des loyers ou du montant d'option d'achat, mais ils devraient en tenir compte également. Une précision concernant les contrats d'assurance vie qui est importante, parce que normalement, ces contrats d'assurance vie devraient être écartés de l'assiette de l'IFI. Seulement, il y aura une exception concernant les contrats d'assurance vie que l'on dit rachetables, donc il y a une valeur de rachat, et en unité de compte. Alors pourquoi? On va tenir compte des actifs immobiliers qui seraient logés dans ces contrats d'assurance vie, et c'est le cas souvent des parts de SCPI ou d'OPCI. Là, c'est pareil, on va retenir une fraction de la valeur de rachat qui correspond enfin à ces actifs immobiliers qui sont logés dans le contrat d'assurance vie. Donc là, il faudra également les déclarer. Quelques précisions concernant l'évaluation des biens, donc une bonne nouvelle puisque l'abattement de 30% sur la résidence principale serait maintenu. Une autre précision qui serait importante concernant l'évaluation des titres non cotés, parce que là, pour l'évaluation de ces titres, on ne va pas retenir les dettes contractées par la société auprès des redevables. Donc ça, c'est une disposition qui existait déjà pour les non-résidents, mais qui serait là élargie aux redevables résidents en France. Le passif ferait l'objet de quelques restrictions dans le cadre de l'IFI. Donc on va retrouver les conditions existence de la dette au 1er janvier, à la charge du redevable, doit être justifiée bien sûr, et
déduction des dettes relatives à des actifs qui sont imposables. Donc ça, ce sont des conditions qu'on connaissait déjà dans le cas de l'ISF. Qu'est-ce qui est nouveau? Il y a une liste donc, de dettes qui seraient prévues par la loi, donc des dettes, des dépenses relatives à l'acquisition du bien, réparation, l'entretien, la construction, reconstruction, agrandissement, les impositions aussi afférentes à ces biens, à condition que ces impositions soient à la charge du propriétaire. Donc la taxe foncière, par exemple, seraient écartées les impositions à la charge du locataire, comme la taxe d'habitation. Donc, voilà. Et les restrictions dont je parlais vont toucher, par exemple, les prêts qui sont contractés pour l'acquisition de biens immobiliers. Le prêt in fine, par exemple, serait traité comme s'il était un prêt amortissable. Donc là, pas en tant que prêt in fine. Seraient écartés les prêts qui sont contractés auprès d'un membre du foyer fiscal IFI. Concernant les prêts contractés auprès d'un membre du groupe familial, donc là on parle des ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs, là on les acceptera à condition que le redevable puisse justifier du montant et des remboursements qui seraient effectués. Donc là, quelques restrictions. Dernière restriction concernant, pour le moment, concernant le passif, c'est le plafonnement de la dette pour les patrimoines qui seraient supérieurs à 5 millions d'euros. Donc là, on va appliquer un plafonnement. Sinon, concernant le calcul de l'IFI, on va retrouver les étapes que nous connaissons, à savoir application du barème, identique à celui de l'ISF, d'une décote, de réduction, je vais revenir sur la question, de l'imputation de l'IFI acquitté, qui serait acquitté à l'étranger, donc par un redevable français sur des biens qui sont déclarés, et mécanisme du plafonnement que l'on retrouverait également. Alors, la réduction, je souhaite apporter la précision suivante, serait uniquement transposée à l'IFI la réduction pour don. Serait supprimée, par contre, la réduction d'ISF pour investissement au capital de PME. Sachant toutefois que pour l'IFI 2018, on tiendrait compte pour ces deux réductions des versements qui auraient été effectués donc par le redevable entre la date limite de dépôt de la déclaration 2017 et le 31 décembre 2017, pour ne pas léser les personnes qui ont fait des investissements à ces dates. Et dernière nouveauté, concerne les obligations déclaratives. On avait jusqu'à présent éventuellement une déclaration à faire spécifique quand il y avait un montant de patrimoine relativement important et un report sur la déclaration 2042. Là, on revient à une seule déclaration, la déclaration 2042. Dans la mesure où le redevable aurait un patrimoine supérieur à 1,3 million, il devrait déclarer ce patrimoine, quel que soit son montant, sur la déclaration des revenus 2042. Donc pour l'IFI 2018, sur la déclaration des revenus 2017.